Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Université de New York et de l'Organisation internationale de la francophonie à prendre part à cette troisième édition du Festival des 5 continents sur le thème des rencontres. Faouzia Zouhari, vous êtes née en Tunisie, à Damani, si mes informations sont correctes, au sud-ouest de Tunis. Vous écrivez en français et vous êtes l'autrice de très nombreux textes déjà, essais ou récits, dont le premier publié est La caravane des chimères, consacré, comme le tout dernier d'ailleurs, Valentine d'Arabie, à une petite nièce de Lamartine au destin fabuleux, ou encore d'autres titres comme Ce pays dont je meurs, Pour en finir avec Scheherazade, ou Pour un féminisme méditerranéen. Faouzia Zouhari, qui êtes-vous? Vous présenteriez-vous comme une écrivaine engagée? J'ai mis du temps pour me persuader que j'étais engagée. Parce que pour moi, l'écriture, d'abord, n'était pas véritablement un engagement. Parce que pour une femme, dire qu'on est engagé, c'est dire qu'on est féministe. Et il y a eu pendant des années cette hésitation vis-à-vis d'un mouvement qui est le féminisme. Et donc, je disais assez souvent, voilà, je ne suis pas féministe parce que je ne milite pas. Je ne fais pas partie d'associations, d'organisations qui militent véritablement. Je n'ai pas ce profil. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'écrivais, eh bien, il y avait une forme de militantisme presque involontaire de l'écriture quand on est femme, quand on est engagé dans le monde, quand on vient du Sud peut-être, quand on a résisté, quand on a lutté pour avoir ses droits, quelque part et à toutes les lignes. Et entre les lignes, il y a quelque chose qui est de l'ordre du militantisme presque à son corps, j'allais dire à son écriture défendant. Voilà, donc si le roman permet effectivement un engagement, pourquoi pas, ce n'est pas sous-titré, c'est prendre le public, non pas pour lui expliquer les choses, mais pour lui suggérer, pour dire je. Et je pense même parce que tous mes livres ont été écrits avec le jeu. Et là, c'est un parti pris. C'est-à-dire que j'ai voulu dire je. C'est une forme de naissance de l'individu dans le monde arabe et de l'individu féminin. C'était pour aller contre Sherazade qui ne dit jamais je et qui raconte les histoires des autres. Donc, c'est un parti pris contre Sherazade, justement, que de dire, voilà, je dis je suis un individu, je suis une individu, je ne suis pas une Oma ou une communauté, et je parle à partir de moi-même, à partir de mon corps. Et ça, c'est un positionnement du féminin arabe qu'on vit et qu'on écrit actuellement. Voilà, donc le jeu, c'est cette naissance au monde qui est dans tous mes livres et c'est un parti. Et donc, la poussée vers l'écriture, plusieurs de vos œuvres ont été distinguées par les prix. Je pense à La deuxième épouse qui a reçu le Comar d'or en Tunisie, La retournée, mention spéciale du prix des 5 continents de la francophonie, Le corps de ma mère, lauréat du prix des 5 continents de la francophonie. Est-ce que c'est important quand on est écrivaine, quand on a pris cet engagement de s'écrire au jeu dans une autre langue, on y reviendra plus tard, toutes ces reconnaissances, est-ce que c'est vécu comme une reconnaissance, ces distinctions, ces prix? D'abord, je voudrais corriger un point de vue géographique. Vous avez dit que je suis du sud de la Tunisie. Non, je suis du nord. C'est complètement différent parce que la géographie fait l'histoire. Et moi, je suis du nord, c'est-à-dire que je ne connais pas le désert et je ne connais pas la mer. Et comme Je vous voulais parlez de dire mes du romans, sud de Tunis. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Du sud de Tunis. Voilà. Mais oui, je vous non, écoute. je suis sur la frontière algérienne. C'est vraiment le nord-ouest du pays. Et c'est à partir de là que j'écris. Et c'est important. Parce que quand je dis que je ne connais pas la mer, j'ai l'amour d'une continentale pour la mer. Quand je dis que je ne connais pas le désert, c'est que je suis dans une région qui était jadis appelée le grenier de Rome. Donc, toute la fertilité de la Tunisie, et donc l'imaginaire de cette région est présent dans ce livre. Une région assez pauvre, c'est une région où les femmes ont été très souvent recluses. Donc, c'est pour ça que la géographie est importante. Et alors, si vous parlez de reconnaissance, le mot n'est peut-être pas très joli. Ce que j'attends, en fait,
c'est que ce village dont vous avez parlé soit quelque part connu ailleurs qu'en Tunisie. C'est de dire ses rêves, c'est raconter ses fous, raconter ses femmes recluses. Et moi, le jour où j'ai vu ce nom dans Libération et dans des journaux allemands ou autres, je me suis dit, tiens, mon petit village de rien du tout, il est là. Et c'est ça, en fait, la consécration. Elle n'est pas à moi. Alors, quand les prix, mais ça, je vais vous faire rire, équivalent parfois à recevoir un petit peu de sous, eh bien, je l'ai dit d'ailleurs quand j'ai reçu le prix de la francophonie, qu'une partie de cet argent-là, eh bien, elle est allée pour réhabiliter le marabout du village. Alors, vous me direz, vous êtes en France, comment, vous croyez au maraboutisme? Eh bien, c'est pas une croyance, il faut pas confondre ça avec une religion, une croyance en Dieu. C'est une croyance de la tribu. C'est là où on se positionne. C'est autour du marabout que le village existe. Et moi, le marabout à l'ombre duquel j'ai grandi, eh bien, je voulais le réhabiliter. Et voilà, c'est peut-être ça qui est important beaucoup plus que ma propre carrière ou ce que je peux avoir avec les prix. Très bien. Avant d'être écrivaine, Fawzia Zouhari, vous êtes une lectrice et une grande lectrice puisque vous avez fait des études de lettres et vous êtes également journaliste. Quelle lectrice êtes-vous? Comment lisez-vous? Quoi et pourquoi? Alors souvent, justement, quand je suis avec des écrivains maghrébins, disons, et d'origine arabe, ils disent, bon, je suis devenu écrivain à force d'avoir lu. Il se trouve que je n'ai pas lu. Dans notre maison, il y avait le Coran, il y avait de très très vieux livres qui portaient sur la théologie. Et donc, je n'avais pas de livre à lire, je n'avais pas de bibliothèque dans mon village, et donc je n'ai pas lu. Et je pense qu'on écrit un jour, non pas parce qu'on a beaucoup lu, mais parce qu'on a lu un seul livre plusieurs fois. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé avec Emma Bovary, avec Flaubert. Je n'avais pas de livre, donc j'ai lu, relu 10 fois, 15 fois Flaubert. Je pense que j'ai écrit un jour parce que j'ai relu le même livre pendant très très longtemps. Je pense que la lecture est aussi un art. Il n'est pas donné à quiconque de savoir lire. Et peut-être que la rencontre d'un écrivain avec ce sachant lire, avec celui qui lit avec art, est une des plus belles rencontres qui puissent exister. Donc, non, j'ai lu en arabe, j'ai lu le Coran, j'ai commencé avec ça. Et c'est peut-être à partir de ça, de cette lecture orthodoxe, qui est une lecture quand même, qui est la parole de Dieu. Le Coran chez nous, c'est Dieu qui l'a dit. Et peut-être que tout mon parcours après a été de sortir de cette langue-là, de sortir de cette orthodoxie-là pour inventer mon langage à moi, mes histoires à moi, mes récits et ma langue à moi, qui sera la langue française, alors même que je suis née dans la langue arabe. Donc à partir de là, la langue française va être beaucoup plus, hein, ça fait des années que je suis là-dedans, c'est plus qu'un pays, c'est plus qu'une demeure, j'ai fini par croire, par être persuadée plus que croire que si je suis là aujourd'hui en France, si j'ai entamé l'exil, si j'ai traversé les frontières, c'était pour elle, c'était pour cette langue-là. Et donc voilà, donc il y a un destin qui se confond avec une langue. C'est le mien. Au cœur de chacune de vos œuvres, Fawzia Zouhari, il y a des femmes, et toutes plus étonnantes les unes que les autres. Je vais commencer par Valentine de Saint-Point, qui est bizarrement la dernière que j'ai découverte en vous lisant. Valentine de Saint-Point, muse scandaleuse, artiste, avant-gardiste du début du 19e siècle, mystique, qui embrassera la foi musulmane et finira ses jours dans un certain dénuement au Caire, en Égypte. Il y a Scheherazade que vous avez évoqué aussi, la conteuse des conteuses, celle qui ne dit jamais je, et qui fit de la langue la meilleure des armes, puisque c'est par la langue qu'elle arrivera à se sauver. Et puis il y a là Yamna, le personnage de la mère dans Le corps de ma mère, la matriarche, la gardienne de la famille et de ses secrets, dans ses silences aussi, dans une langue arabe que vous décrivez très bien. De laquelle de ces femmes êtes-vous la plus proche, Fawzia? De toutes. Je suis posée entre ces femmes. Et je crois que l'écriture, c'est peut-être cette façon de dire le silence des femmes.
C'est ça, c'est de dire ce qui n'a pas été dit ou exprimé ou aller jusqu'au bout des femmes. Ma mère, parce qu'elle avait son secret que je n'ai jamais su véritablement, c'est pour ça que j'ai écrit Le corps de ma mère. Donc là, ça a été la quête d'une parole et d'une saga et d'une histoire que je n'ai pas su, et d'un corps que je n'ai pas touché, que je n'ai pas vu. Ma mère était voilée. Valentine de Saint-Point, c'était mon passeport, un petit peu, parce que quand je suis arrivée en France, je me suis inscrite avec ce sujet. Au début, je ne croyais pas du tout. J'allais travailler sur Valentine de Saint-Point, cette extraordinaire nièce de Lamartine. Et à la Sorbonne, on m'a dit qu'il fallait un sujet. Et donc, j'ai trouvé celui-là avec lequel je pouvais avoir ma carte de séjour. Donc, ça a été mon visa, ma carte de séjour. Et à partir de ce moment, ça a été l'amour absolu. Et là, c'est l'autre femme qui est en même temps soi-même. C'est-à-dire que nous avons fait le parcours contraire ou opposé, mais qui se retrouvent. Je suis venue vers l'Occident, elle est allée vers l'Orient. Et je pense aujourd'hui que ce n'est pas pour rien que cette femme a été sur ma route à un moment et que ça fait 20 ou 30 ans que je suis avec elle. Et donc, effectivement, quand j'écris sur elle, elle est là. J'ai l'impression qu'elle est en moi. Et ce qui est très marrant, parfois je regarde ma fille, je lui dis, mais tu ressembles à Valentine de Saint-Point. Donc il y a une forme oui, de confusion que je fais de temps en temps entre elle et moi. Et ça, je ne sais pas si c'est propre au féminin. Cette façon de traverser et de détruire les frontières. Cette façon qui n'est pas dans la tolérance de l'autre. C'est pas joli tout ça. Non, c'est d'être l'autre. Je pense que nous avons une capacité à migrer qui est extraordinairement la nôtre et qui est d'effacer la différence et de faire ce pas et d'être dans le territoire de l'autre et d'être l'autre. Moi, j'ai senti ça à Valentine de Saint-Point. Donc, il y a une langue qui n'est pas la mienne et une femme qui n'est pas de mon sang, qui n'est pas de mes origines et dans lesquelles je me retrouve. C'est peut-être le plus beau ou le plus sulfureux ou le plus audacieux ou le plus nul des voyages, j'en sais rien, mais c'est celui que j'ai fait. Et donc des personnages qui font, enfin des personnages féminins qui font toute l'expérience de l'exil, du déplacement, vous le dites, à des échelles différentes, parce que même votre mère a eu cette expérience à la fin de sa vie de cet exil à l'intérieur de la Tunisie, mais vous décrivez très bien que c'était quand même un exil très, très fort. Chez Valentine de Saint-Point, c'était un exil volontaire quelque part. Est-ce que cet exil, qu'il soit volontaire ou pas, est-il nécessairement une blessure ou un accomplissement de soi, d'une quête? Alors, justement, là je viens aussi de le dire peut-être d'une autre façon, ce n'est pas forcément une blessure. Il y a toutes sortes d'exils. Il y a l'exil spatial. Vous changez de pays, vous êtes exilé. Donc, on peut considérer que moi, je suis exilée. Le seul problème, c'est que je suis à 2 heures d'avion de Tunis à l'époque actuelle et que je peux faire un saut et que je peux reconstituer les espaces chez moi à Paris en mangeant comme en Tunisie, en faisant le même décor, etc. Je pense que le vrai exil est un exil par rapport au temps des siens. Par exemple, quand il y a eu la révolution en Tunisie, je n'étais pas là. Et là, je me suis sentie exilée parce que je n'ai pas participé au temps révolutionnaire des miens. Je pense que ma mère, quand elle se sent exilée, elle est toujours à Tunis, mais on la déplace d'une ville à l'autre. Eh bien, elle n'est plus dans le temps du village. Et pendant très longtemps, elle dit non, je ne veux plus rentrer là-bas parce qu'il fallait pas la voir changer. Il fallait la voir telle qu'elle était. Or, quand elle est venue à Tunis, après, elle était aveugle et tout, donc elle craignait qu'on la puisse voir. Donc le temps, c'est ce qui abîme. Et c'est ça le vrai exil. Et moi, quand je reste pendant des mois, je me rappelle du vivant de ma mère et que je rentrais et que je voyais qu'elle avait une dent en moins, 3 rides en plus, je me dis, c'est l'effet du temps, c'est l'exil. Ça, c'est le vrai exil. Quand tu découvres que ta mère, eh bien, le temps l'a changé. Donc, ce n'est pas une question d'espace, ce n'est pas vrai. C'est une question d'exil. C'est peut-être, alors il y a cet exil-là, il y a l'exil avec lequel on se réconcilie quand on y trouve son compte. Je vous donne un exemple. Pendant le confinement, on pouvait être n'importe où. Quelque part, on pouvait se considérer exilé. Mais quelque part, on était aussi chez soi. Et je sais que moi, en plein Paris, pendant des mois, pendant le confinement, eh bien, j'étais dans mon village. C'est-à-dire que j'étais dans mon bureau, je me suis confinée dans mon enfance, j'écris le livre sur mon enfance. Donc, c'est comme si j'étais là-bas. Donc, il ne pouvait pas y avoir d'exil dans la mesure où la langue nous transperce.
vous transporter et que vous vous y sentiez comme chez vous. Et puis, dans vos personnages, il y a ce passage de langue, de parole également. Donc, on a parlé de Scheherazade, qui se sauve par sa maîtrise du langage. La narratrice du corps de ma mère, qui fait le choix impie de raconter, de se raconter, qui plus est, mais dans la langue de l'autre. Est-ce qu'il y a un rapport particulier des femmes au langage? Vous l'avez déjà évoqué, mais je voudrais citer cet extrait de Molière et Scheherazade, l'un de vos essais, dans lequel vous écrivez: il revient probablement aux femmes de libérer les langues des conflits qui leur collent aux mots et des passés qui pèsent sur elles. Au commencement était le verbe. Et comment, enfin, quel est ce rapport si particulier qui semble être incarné par les femmes à travers ce langage? Est-ce que Alors nécessairement ça, sur la langue de l'autre que l'on devient écrivaine? alors ça, on est en plein dans la francophonie, c'est très bien. On est en plein dans cette langue dans laquelle et au sein de laquelle, depuis toujours, comme vous le savez, il y a des polémiques de toutes sortes. Et jusque-là, nous avions une approche assez masculine de la langue française. Nous n'allons parler que de la langue française, parce que peut-être que toutes les langues, on a un petit peu la même approche ou pas. Mais moi, mon sujet, c'est la langue française. Est-ce que les femmes ont un regard, est-ce qu'elles ont une approche différente? Et je pense vraiment que oui. C'est d'ailleurs la réflexion que nous menons au sein du Parlement des écrivaines francophones. Comment nous sommes à peu près une centaine, nous sommes sur les 5 continents, hein, comme la francophonie, la langue française, c'est ça. Elle n'est peut-être pas la plus parlée dans le monde, mais c'est la seule qui existe sur les 5 continents. Et donc, nous sommes une centaine d'écrivaines sur les 5 continents, nous parlons la même langue. Et nous ne passons pas notre temps à dire c'est la langue du colonisateur, c'est le tribut de guerre, nous voulons sortir de cette terminologie guerrière et conflictuelle avec la langue française. Nous connaissons tous, et ce n'est pas la peine de citer les noms de ceux qui sont célèbres dans cette polémique et qui sont souvent des romanciers ou des hommes qui écrivent donc, et non pas des femmes. Mais je pense qu'il y a dans les femmes c'est comme le fait de légitimer un enfant. Un père ne peut pas le faire. Une femme peut dire c'est mon enfant et personne ne conteste. Eh bien, à nous de dire cette langue française, eh bien c'est la nôtre. Vous ne pouvez rien faire, c'est comme ça. Et c'est une façon de déminer les choses, non pas d'effacer les mémoires, ce n'est pas vrai parce que la colonisation a existé, etc., mais de passer à autre chose, de réconcilier, encore une fois, de passer les frontières, d'être justement ces ponts de plus que le dialogue, de fusion, voilà. Et donc c'est cette approche-là des langues que moi j'aimerais que les femmes abordent et que ce soit une façon peut-être de militer, pas seulement pour le droit des femmes, mais pour le droit d'autres langues à être les nôtres. Donc, ce serait ça, être une écrivaine francophone en 2021, être une passeuse, un peu un porte-parole aussi entre les langues et faire de cette langue française un espace de rencontre. Plus que ça, c'est pas un espace de rencontre seulement, c'est pas une formule de tolérance vis-à-vis des autres langues, non, c'est être tout simplement. C'est ça ce que je veux dire. C'est être tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation dans l'espace. Il n'y a plus un camp et un autre, et puis on se rencontre quelque part et on crée quelque chose. Non, ça dépasse cette dynamique-là. C'est une dynamique qui est révolutionnaire en quelque sorte et qui fait c'est une dynamique qui fait sauter tous les verrous et toutes les rives en quelque sorte. C'est-à-dire on se retrouve tous au même endroit et j'allais dire on est tous les mêmes. En tout cas, on parle la même langue. C'est pour ça que même le mot francophonie n'exprime pas ça. Moi, je dirais je suis une femme qui écrit en français. Voilà, le fait d'être femme et le fait d'écrire dans une langue. Parce que francophone, ça nous connote tout de suite, ou géographiquement, ou historiquement. Et là, non, c'est le français est ma langue. Point. Quel que soit l'endroit à partir duquel
j'écris. C'est une langue que j'ai fait mienne, c'est une langue avec laquelle j'exprime le monde. J'exprime moi-même ce jeu dont on parlait tout à l'heure, avec lequel je raconte le monde de mon point de vue, dans lequel je me confesse, dans lequel je dis mon être au monde lui-même, et puis voilà. Merci Faouzia. Le thème de la Journée internationale de la francophonie 2021 est sur femmes francophones, femmes résilientes. Diriez-vous que les femmes de vos récits sont résilientes, que vous-même, narratrice, très souvent avec ce jeu, l'êtes? Je pense que c'est des femmes qui, comment dire, je ne veux pas faire d'elles des résistantes à tout prix, des féministes à tout prix. Je veux qu'elles soient elles-mêmes et dans leurs défauts même, renseignées sur leurs forces. Par exemple, quand j'ai décrit ma mère, et c'est ça qui a choqué beaucoup d'ailleurs, pas seulement en Tunisie, mais au Maghreb, c'est que j'ai décrit ma mère avec les gros mots qu'elle disait, avec ses défauts. Et dans une tradition arabo-musulmane qui dit que le paradis se trouve sous le pied de vos mères, c'est-à-dire où les hommes ont un culte absolu de leur mère, et où les romanciers maghrébins ont écrit des livres fabuleux sur ce même culte de la mère, voilà une fille qui vient et qui dit, ben non, maman, c'est pas voilà, ce n'était pas le personnage parfait. Et même, elle disait des gros mots, et même, elle parlait sexe. Et là, j'ai désacralisé le personnage. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un reproche à lui faire, ça ne veut pas dire, mais je le montre tel qu'il est. Parce qu'il y a une sorte ou de sacralisation, ou de fantasmes qui sont faits, ou de mensonges, ou de mépris qui sont faits autour des femmes et qui font qu'il y a beaucoup de non-dits. Non, laissez les femmes se découvrir dans tous les sens du terme, hein, se dévoiler dans tous les sens du terme, et laissez-les dire les choses et dire le monde, et après, elles assumeront. Donc, ces personnages, elles assument. Moi, j'ai pris des personnages dans mon village, des petites filles qui étaient à moitié folles, et je les ai racontées comme ça. Mais je sais leur impact sur l'histoire dans ce village. Il faut juste le voir. Et l'écriture permet de le voir. C'est-à-dire qu'elle permet d'inscrire les femmes et l'action des femmes sur l'histoire. Et c'est ça qui est important. Vous nous l'avez annoncé, votre prochain texte touchera à l'enfance. Alors, je ne peux pas résister à ce que vous nous en dévoiliez un peu plus. Quel est votre plus beau souvenir d'enfance, Faouzia Zouhari, dans cette Tunisie continentale que vous nous avez si bien décrite? Les saisons. Les saisons, le calendrier des saisons. Donc, c'était le grenier de Rome. Donc, je ne me souviens que de verdure et de montagnes et de lacs et de sources. Mais en dehors de ça, mon histoire, mon enfance, que je raconte entre 0 et 12 ans, hein, ça s'arrête là, peut être étonnante quand on va lire, parce qu'entre la femme que je suis devenue, qui parle sur Internet, que vous voyez ça, à Paris, etc., et celle qui est née dans ce petit village, qui ne sait même pas jusqu'à maintenant quelle est la date exacte de sa naissance, qui a failli ne pas aller à l'école, qui a vu ses sœurs privées d'école, et qui, à 12 ans, aurait pu s'arrêter, ne jamais sortir de ce village. Pourquoi elle est sortie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne ce que je suis? Donc, je reviens à ces 12 ans d'école primaire, d'école coranique, de proximité avec la mère, en lui disant, pousse-toi, parce que mon enfance, ce n'est pas que toi, j'ai déjà fait un roman pour toi. C'est ça, hein, les personnages, parce que c'est ça, l'enfance, vous dites, ça y est, vous allez rencontrer la mère tout le temps. Donc, j'ai essayé de la mettre de côté et de reprendre en main ma vie, mon destin comme petite fille. Donc, alors, c'est l'enfance d'une petite fille arabe. Comment elle se passe? Quels sont les obstacles? Quelles sont les joies? Quels sont les non-dits? Et qui grandit dans un univers masculin et qui est obligé de survivre. C'est à peu près ça. Merci infiniment, Faouzia Zouhari. Quand on s'appelle Faouzia, qui signifie en arabe, vous me détromperez peut-être, victorieuse, qui a du succès, est-ce que ce n'est pas ça le pouvoir de la parole aussi, de travailler à la publication de son 12e livre sur l'enfance et qui montre le parcours de cette petite fille que rien ne prédestinait au destin qu'elle rencontrera?
Alors, ce n'est pas forcément, excusez-moi le mot anglais, une success story. Non, pas forcément. Donc, mais c'est une histoire. C'est essayer de poser un point d'interrogation. Parce qu'il y a des fois où je me dis, mais alors, si tu n'étais pas parti? Donc, du coup, j'imagine un destin qui n'est pas le mien. Et le pire, c'est qu'il y a des fois où je me dis, mais tu aurais pu être heureuse. Merci infiniment, Fawzia Zouhari. Nous allons Merci rester à sur vous. cette très belle conclusion. Et à très bientôt, donc, À très bientôt. Merci. pour